Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, j'espère que votre confinement se passe bien, que tout le monde est en santé à la maison. Je m'appelle Jean-Thomas Morin, enseignant français de secondaire 1 à l'école Auzias-le-Duc. Aujourd'hui, je vais vous présenter le texte descriptif et oui, on va le revoir ensemble, le texte qui a été vu évidemment en première et deuxième étape et qu'on va revoir aujourd'hui sous forme de capsule vidéo. Premièrement, le texte descriptif, évidemment, ça à décrire quelque chose. On sert ici à décrire un phénomène, un lieu, un être ou un objet. Donc, évidemment, le sujet de notre texte est écrit sous forme d'aspect. Et ensuite, c'est un format de texte qui sert souvent dans les documentaires pour présenter un sujet. Si on descend un petit peu, les séquences qu'on trouve dans un texte, les séquences textuelles qu'on trouve dans un texte descriptif sont des séquences descriptives. Évidemment, on vient décrire un objet à l'aide de mots-clés et évidemment de marqueurs de relation qui nous permettent d'introduire nos aspects à travers nos paragraphes. Ensuite, évidemment, le texte descriptif vient mettre en lumière tous les aspects qui constituent le sujet qu'on aura choisi. Évidemment, les aspects choisis sont mis dans le paragraphe d'introduction. Ils sont mis sous forme du sujet divisé, qu'on verra un peu plus loin dans la présentation. Évidemment, c'est un texte qui sert à verbaliser des caractéristiques concrètes, évidemment pour dresser un portrait exhaustif d'une personne, d'une chose ou d'un objet, d'un phénomène, comme j'ai dit précédemment. L'intention, évidemment, première d'un texte descriptif est de décrire quelque chose. Par exemple, dans une biographie, qui a pour but de décrire la vie d'une personne, la biographie va servir d'aspect pour, évidemment, traduire concrètement les différentes parties qui forment la personne en question. C'est un procédé populaire lorsqu'on tente, par exemple, d'apprécier l'impact d'une personnalité connue à l'intérieur d'une société. La biographie nous sert à regarder une trace concrète de ses accomplissements. Elle peut aussi servir d'outil de promotion afin, évidemment, de nous faire connaître une personne sur un sujet donné. On va sauter l'exercice, évidemment, vous pourrez le faire à la maison si vous voulez, qui est de nommer 3 biographies que vous avez déjà lues ou que vous connaissez et que vous pourrez ensuite inscrire dans votre document à la maison. Évidemment, le but de l'auteur d'une biographie est d'apporter sa propre interprétation de la vie de la personne dont il est question et de comparer celle-ci avec celle d'autrui ou du moins d'apprendre à connaître la personne davantage à travers les différents aspects énumérés dans le texte. On va sauter ici, évidemment, un peu pour regarder qu'est-ce qu'on trouve dans une biographie, par exemple. On a plusieurs éléments d'information, on a les noms et pronoms, les pseudonymes d'une personne, on a aussi les grandes étapes de sa vie privée, dans la mesure où elle présente un intérêt pour le lecteur, que ce soit les études, le métier, les mariages, liaisons, enfants, maladies, mort, drame, joie, etc. Les grandes étapes de la vie publique et professionnelle, premier poste, succès, accomplissement, prix, rôle, notoriété. Comme vous pouvez voir ici, ces différentes informations-là sont séparées en aspects. Donc, la séparation d'aspects est très importante lorsqu'on fait un texte descriptif parce qu'évidemment, on veut que ça soit clair pour le lecteur. Donc, en séparant notre information sous forme d'aspects, on est capable ensuite de voir où se trouve notre information et comment elle peut être mise en ordre chronologique. Évidemment, ici, quand je parle de l'ordre chronologique, c'est important. Évidemment, lorsqu'on parle d'une personne, d'une histoire, quelque chose, lorsqu'on vient d'écrire, il faut qu'il y ait un ordre précis, un ordre logique dans notre description pour évidemment que la compréhension du lecteur soit accrue grâce à ça. Évidemment, une forme de texte descriptif qui est populaire, qui est sous la forme de documentaire. Un documentaire peut également donner sa structure d'un texte descriptif. Évidemment, la voix hors champ, lorsqu'on écoute un documentaire sur Netflix, par exemple, la voix hors champ qui nous explique les différents aspects de la personne ou du sujet traité dans le documentaire, évidemment, nous permet d'en apprendre plus et est sous forme descriptive parce que ce sont sous forme de séquences textuelles descriptives. Évidemment, l'autobiographie, même procédé que la biographie, c'est un procédé qui nous sert à décrire une personne, mais dans l'autobiographie, évidemment, on parle de nous-mêmes, donc on se raconte à travers les différents aspects de notre vie. On va sauter immédiatement la structure d'un texte descriptif, ce qui est super important. Le texte descriptif, c'est un texte qui est très structuré et qui nous permet ensuite, évidemment, d'aborder le sujet de manière claire et de manière concise.
Pour bien structurer le contenu d'un texte descriptif, il faut non seulement bien définir les aspects, mais également les sous-aspects. Parce que pour chaque aspect qu'on choisit d'aborder dans le texte, on doit évidemment y inscrire des sous-aspects qui vont venir compléter notre information et venir ensuite donner un ordre logique à notre description. Il faut aussi organiser l'ensemble du texte en respectant un plan bien précis. Donc évidemment, lorsque vous faites un texte descriptif, vous devez faire un plan de travail qui soit clair et concis. Et on va s'aborder, il y a 3 parties principales d'un texte descriptif qu'on va regarder ensemble: l'introduction, les développements et la conclusion. Ces 3 parties doivent traiter d'un seul et même sujet, soit celui amené en introduction du texte. Donc le sujet que vous choisissez dès le début de votre texte doit être respecté jusqu'à la fin. On ne peut pas sauter de sujet en cours de route, évidemment, ça serait illogique. Ensuite, on commence avec l'introduction. L'introduction, c'est super simple à écrire, des fois ça a l'air complexe, mais lorsqu'on comprend comment elle est faite, l'introduction, c'est quand même très facile à écrire parce que c'est souvent de la formule. C'est très facile de pouvoir prendre une introduction et la modifier que légèrement pour avoir toujours une bonne introduction à ce qu'on écrit. L'introduction, évidemment, est l'une des parties les plus courtes du texte, donc on vient juste présenter notre sujet, on ne vient pas le développer dans notre introduction. Mais c'est une partie qui est très essentielle parce qu'évidemment, on présente le sujet au lecteur et c'est ce qu'on veut capter son attention aussi avec le sujet amené. Donc, l'introduction présente succinctement le contenu du texte. Elle doit donc être bien construite pour que le lecteur soit bien préparé à la lecture. Plus spécifiquement, l'introduction d'un texte descriptif sert à présenter le sujet sous 3 manières. Donc, la première partie est le sujet amené. Ensuite, nous avons le sujet posé. Et ensuite, on a le sujet divisé. Pour le sujet amené, c'est évidemment le début de notre texte. On peut l'écrire en 1 ou 2 phrases, dépendamment de la longueur qui vous est demandée, mais je vous le dirais, entre vous et moi, 1 à 2 phrases, c'est amplement suffisant pour un bon sujet amené. On veut attirer l'attention du lecteur, on veut mettre en contexte le sujet. Évidemment, on veut attirer le regard, donc on veut rendre ça intéressant. On part du principe de l'entonnoir, les amis. On part de général à plus particulier. Donc, évidemment, notre sujet amené, on doit avoir une phrase générale qui, sans nommer notre sujet, nous amène, évidemment, à le nommer dans le sujet posé. Donc, on doit partir, comme on dit, d'un entonnoir. On part large et on rétrécit vers le plus concret. Le défi que présente le sujet amené réside principalement dans le fait que le sujet clair du texte n'est pas explicitement nommé, et ça, c'est très, très, très important. Vous ne devez jamais, 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 au grand jamais, nommer votre sujet dans le sujet amené. Très important. On nomme le sujet dans le sujet posé, qui est la deuxième partie de l'introduction. Comme vous pouvez voir ça dans un petit tableau, le sujet amené, on amène le sujet sans le spécifier, sans le présenter nécessairement. On présente le sujet du texte dans le sujet posé et on va ensuite énoncer les éléments qui seront abordés, les éléments ici qui sont les aspects, dans le sujet divisé. Pour que le sujet amené soit bien construit, il faut que le scripteur ait la préoccupation de ce qui va suivre. Donc évidemment, en ayant un plan d'écriture, vous allez savoir qu'est-ce qui s'en vient dans votre texte descriptif et vous allez être plus en mesure, évidemment, d'avoir des aspects qui sont fonctionnels et aussi des aspects qui soient pertinents à votre sujet pour le décrire. Lorsqu'on tombe dans le sujet posé, évidemment, le sujet posé sert à présenter le sujet de la manière précise. Donc, on formule notre sujet posé sur une question ou une phrase qui contient le véritable sujet de notre texte. Donc, évidemment, le sujet de votre texte, c'est souvent le titre de votre texte, tout simplement. C'est le sujet sur lequel vous allez aborder la description. Et évidemment, le contenu du texte n'est pas présenté dans le sujet posé, c'est tout simplement le sujet qui est présenté dans cette partie-là. Ensuite, nous allons au sujet divisé. Excusez-moi. Nous allons dans le sujet divisé qui sert à présenter au lecteur la façon dont le sujet sera abordé. C'est la partie de l'introduction qui présente clairement les aspects, donc vos différents paragraphes. Un paragraphe égale un aspect généralement, et qui feront l'objet de chacun des paragraphes du développement. Donc, si vous avez 2 aspects dans votre introduction, ça veut dire que vous allez devoir avoir 2 paragraphes de développement. Si vous avez 3 aspects dans votre introduction, 3 paragraphes de développement. Et généralement, c'est 2 ou 3 aspects qu'on vous demande de travailler, donc pas besoin d'en faire bien plus. Ensuite, une fois que l'introduction est terminée, on va tomber dans l'écriture du développement.
Mais avant, on va faire un petit exercice ensemble. On va lire un exemple d'introduction dont le sujet, ce sont les maisons construites vers l'an 1500. Donc ici, sujet amené. Avec l'évolution de la race humaine, les habitations des populations au Moyen-Âge ont subi de grands changements. Sujet posé, effectivement, les maisons vers l'an 1500 étaient déjà très avancées en comparaison avec celles de l'époque médiévale. Sujet divisé, là on tombe dans nos aspects. Sur plusieurs aspects, les maisons de ces années étaient fascinantes. Entre autres, la disposition des pièces. Donc nous avons ici l'aspect 1, la décoration extérieure, aspect 2, et la décoration intérieure, aspect 3, qui évidemment se distinguait des maisons du Moyen-Âge. Donc ici à la maison, tout ce que tu pourras faire, c'est de choisir un sujet et d'en créer toi-même l'introduction. Donc une fois que tu as ton sujet trouvé, tu peux ici construire une phrase qui va introduire ton texte, une phrase qui va nommer le sujet choisi, évidemment, trouver des aspects qui vont correspondre à la description que tu voudras faire de ton sujet. Ça, tu pourras le compléter évidemment à la maison. Pour l'écriture d'un texte de développement, très simple, le premier paragraphe de développement, c'est le premier aspect. Le deuxième paragraphe de développement, c'est le deuxième aspect. Et le troisième paragraphe de développement, c'est le troisième aspect. Pour le développement, donc évidemment ici, vous voyez, on divise un paragraphe pour chacun des aspects. Et chacun de ces paragraphes-là va devoir comprendre de sous-aspects pour l'écriture. Le développement est le contenu du texte, la section qui contient toutes les informations. Le développement est la partie la plus longue du texte, de manière ou d'une autre. Généralement, ça comprend le 2/3 de ton texte au minimum pour ton développement, pour retrouver tous les aspects et sous-aspects, évidemment énumérés en introduction. On divise le développement en plusieurs paragraphes. La meilleure division est celle qui respecte l'ordre des aspects annoncés dans le sujet divisé de l'introduction. Donc, lorsque tu nommes tes aspects dans ton sujet divisé, tu dois respecter l'ordre dans lequel tu les as nommés à l'intérieur de ton texte pour évidemment qu'il y ait une suite chronologique, une suite logique à ta description. Ensuite, évidemment, l'introduction et le développement doivent demeurer liés sur un plan du contenu. On a ici un beau petit schéma qui reprend notre introduction des maisons, évidemment qu'on avait parlé des maisons de l'an 1500, qu'on divise ensuite sous forme d'aspects et de sous-aspects. Nous avions 3 aspects, les pièces, la décoration extérieure et la décoration intérieure. Et chacun de ces aspects-là se divise en sous-aspects. On a 4 sous-aspects pour chacun des aspects. Ici, pour les pièces, évidemment, on a la chambre, la cuisine, le salon et la salle de bain. Ce sont des pièces, ce sont des sous-aspects de l'aspect, évidemment, des pièces d'une maison. Ensuite, pour la décoration extérieure, nous avons la porte d'entrée, le terrain, les fenêtres et la couleur du toit. Décoration intérieure, évidemment, les escaliers, le tapis, les moulures et la couleur des murs. Donc ici, vous voyez que lorsque vous trouvez vos aspects, vous devez ensuite trouver des sous-aspects, donc diviser votre aspect de manière à le décrire le plus précis possible et que ce soit cohérent pour respecter évidemment un ordre chronologique, un ordre logique de description pour votre sujet. Ici, le texte est très petit. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la maison sous forme de vidéo. Sinon, vous pourrez prendre le document si vous voulez. Mais on voit ici les marqueurs textuels qui nous indiquent les différents sous-aspects qui sont nommés dans le paragraphe de développement. Donc ici, nous avons comme premier aspect la définition de c'est quoi un mammifère. Donc on va présenter les mammifères sous forme on va dire, sous forme de dictionnaire un peu, donc on présente la définition. Et ensuite, on va présenter les 3 sous-groupes des mammifères. Donc on a les placentaires, les marsupiaux et les monotrèmes. Donc ici, avec nos marqueurs de relation, on va venir marquer chacun de nos sous-aspects et l'introduire avec un marqueur pour que ça soit clair pour le lecteur, qu'on saute de sous-aspects entre chacun d'entre eux. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce texte-là parce que je sais qu'il est très petit et vous ne le verrez pas sur vidéo. Mais à la maison, si vous voulez, vous allez pouvoir commencer à prendre vos aspects et venir inscrire vos sous-aspects, vos idées de sous-aspects pour pouvoir construire un plan de travail pour l'écriture. Donc, vous avez déjà votre plan de travail ici sous forme de schéma vide. Donc, vous pouvez prendre tout simplement vos aspects et venir mettre vos idées de sous-aspects en dessous pour les 3 aspects, les 2 aspects, 2 ou 3 aspects que vous avez choisis. Évidemment, la conclusion, tout comme l'introduction, la conclusion pourrait sembler moins importante que le développement, mais évidemment, on vient clore notre texte, on vient clore notre description, donc
on doit quand même la faire correctement. Donc, elle doit être courte, mais elle est tout à fait importante, même si elle est plus courte que le développement. Dans un premier temps, on sert à rappeler les éléments essentiels du texte. Donc, on va venir renommer nos aspects dans notre paragraphe de conclusion, dans une phrase ou deux, par exemple, pour ensuite venir, évidemment, faire la synthèse de ce que nous avons fait dans notre développement. Et en deuxième temps, on va viser à marquer le lecteur d'une quelconque façon. Donc, on va faire une ouverture, on veut ouvrir notre texte sur une autre réflexion et sur le sujet qu'on aura choisi. Donc, on a deux sections, comme j'ai dit, la synthèse et l'ouverture. La synthèse, c'est le rappel des aspects du texte. Ce sont les mêmes aspects qui auront été choisis dans le paragraphe de développement. Et l'ouverture sera la partie finale de la conclusion. Donc, on doit laisser le lecteur sur une réflexion, une projection dans le futur, une information nouvelle ou une citation, par exemple, juste tout simplement pour rendre ton texte plus vivant et qui, évidemment, titiller l'attention de ton lecteur pour qu'il aille peut-être même lui-même aller chercher plus d'informations sur le sujet que tu lui as introduit. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux scripteurs à ce stade. Il est important évidemment de relever le défi de clore le texte de façon cohérente. Donc, il faut que ce soit cohérent. Souvent, c'est difficile des fois d'arriver quand on écrit un texte. On arrive à la synthèse, OK, on reprend nos aspects, mais quand on arrive pour faire l'ouverture, on ne sait pas trop quoi faire, donc on fait juste répéter l'information. Le but, ce n'est pas de répéter l'information, c'est d'amener le lecteur sur une nouvelle piste de réflexion. Donc, on doit rendre ça de manière cohérente dans notre travail. Donc, ici, dans le document, vous avez évidemment deux parties vides, une pour la synthèse, une pour l'ouverture. Ça va vous permettre de mettre vos idées de manière brouillonne dans votre plan de travail. Ça va vous donner une idée qu'avant même l'écriture de votre texte, de savoir déjà comment il finit. Ça, c'est très important. Et ensuite, on va revenir tout simplement aux aspects pour être sûr que ça soit bien compris. Excusez-moi. Si on prend les aspects, on prend notre sujet, notre maison, dans le sujet qu'on a choisi, ce sont les maisons de l'an 1500. On avait les trois aspects, évidemment, les pièces, la décoration extérieure, la décoration intérieure. Si on va dans les sous-aspects de ces aspects-là, donc chaque aspect représente un paragraphe de développement. Donc si on a trois aspects, ça veut dire qu'on a trois paragraphes de développement. Trois paragraphes de développement qui, ici, seront sous-divisés avec les sous-aspects. Donc, chaque sous-aspect prendra un marqueur de relation pour l'introduire dans le paragraphe de développement. Évidemment, l'ordre doit être respecté en tout temps. On doit respecter le même ordre de présentation des aspects dans l'introduction et ça va être le même ordre de présentation dans le développement que dans l'introduction. Et les mêmes choses pour les sous-aspects. L'ordre doit être respecté pour évidemment que ce soit une chronologie logique, une explication logique. Si on descend un petit peu, on va terminer avec les marqueurs de relation. Évidemment, lorsqu'on rédige notre introduction, notre développement et notre conclusion, il est important d'exprimer notre point de vue, nos idées de façon claire et précise et d'être cohérent. Et la manière de rendre un texte cohérent, c'est de mettre des marqueurs de relation, donc c'est très important qu'ils soient présents à chacune des différentes parties du texte. Ça assure la cohésion et la cohérence de notre texte et ensuite, ça nous aide à surveiller la continuité et la progression de l'information. Entre autres, nous allons pouvoir voir ici les marqueurs de relation. Si on veut souligner une addition, on peut dire de plus, et ou puis. Une opposition, une restriction, on peut dire mais, cependant, sinon, toutefois. Une conséquence par conséquent, donc. Une explication, c'est-à-dire, en effet, etc. Donc, il y a différents marqueurs de relation pour les différentes choses qu'on veut présenter. Donc, est-ce qu'on met quelque chose en opposition ou on veut tout simplement mettre une addition d'une information ou une conséquence, par exemple. Pour les différents marqueurs, ensuite, nous pouvons simplement les faire comme ça. Moi, j'aime ça, les faire comme ça parce que ça me permet qu'il reste clair. Donc, si vous commencez votre premier paragraphe avec premièrement, évidemment, votre deuxième paragraphe va être deuxièmement, votre troisième paragraphe va être troisièmement. Donc, dans votre introduction de paragraphe, on garde les trois mêmes ensemble. Si vous dites en premier lieu, on vient en second lieu ou en dernier lieu. Ainsi de suite, d'abord, d'autre part, finalement. Tout d'abord, ensuite, en fin de compte, d'une part, mais encore en dernière analyse. Bref, de garder la cohérence de nos marqueurs de relation, c'est très important lorsqu'on écrit un texte.
Pour la conclusion, nous en avons plusieurs. En conclusion, pour terminer, donc évidemment, si vous avez votre synthèse, votre ouverture, vous devez prendre un marqueur d'oration pour ces deux, chacun pour chacune des parties. Donc, en conclusion, pour terminer, somme toute, pour conclure, en terminant, cela dit, finalement, etc. Donc, faut toujours prendre des marqueurs aussi reliés à la conclusion dans notre paragraphe de conclusion. Ceci met fin à cette courte et peut-être pénible révision sur le texte descriptif. J'espère que je n'aurai pas parlé trop vite et que toute l'information soit claire. Évidemment, n'hésitez pas à contacter vos enseignants si vous avez plus de questions sur la production d'un texte descriptif. Il nous fera plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de se revoir l'an prochain ou en ligne.